Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette webconférence dédiée aujourd'hui à l'artérite à cellules géantes et en particulier à comment vivre avec une artérite à cellules géantes et comment expliquer sa maladie à sa famille et à ses amis. Je suis le professeur Sanson du CHU de Dijon et aujourd'hui je suis accompagné de Raphaël Darbon qui est le président de l'association France Vascularite et de Brigitte qui a aujourd'hui accepté de partager son expérience sur l'artérite à cellules géantes avec nous aujourd'hui. Donc Brigitte, à vous la parole pour nous rapporter votre expérience et en particulier au moment du diagnostic de la maladie. Il y a 3 ans, on m'a diagnostiqué une artérite à cellules géantes. Euh, Dans un premier temps, à l'annonce du diagnostic, j'ai été plutôt soulagée parce que ça faisait 4 ou 5 mois que j'avais des symptômes du type douleur lombaire, douleur au niveau des épaules et puis surtout de la fièvre. Donc après un scanner, je suis passée par les urgences car on m'avait dit que j'avais fait une aortite aiguë. Donc après, à l'hôpital, pendant 2 semaines, on m'a fait faire des examens. Et après 2 semaines, donc, on a découvert la maladie. Alors l'annonce m'a plutôt soulagée, donc à ce moment-là. Mais ensuite, à la sortie de l'hôpital, j'étais évidemment, j'avais un peu peur. Je ne connaissais pas tout à fait cette maladie. Et surtout, j'ai eu beaucoup de problèmes à expliquer à mes proches, à ma famille, ce qu'était la maladie. On m'a posé beaucoup de questions du type est-ce que c'est une maladie génétique? Est-ce qu'on en guérit? Quel est le traitement? Donc, justement, professeur Sanson, je voulais savoir si vous pouviez me donner des conseils, comment expliquer cette maladie et puis, voilà, un peu répondre à toutes ces questions. Alors, l'artérite à cellules géantes, c'est ce qu'on appelle une vascularite, c'est-à-dire c'est une maladie qui va entraîner une inflammation de la paroi des vaisseaux. Et cette inflammation de la paroi des vaisseaux va entraîner d'abord de l'inflammation dans l'ensemble de l'organisme et un épaississement de la paroi du vaisseau qui est atteint, qui va donc être sténosé, c'est-à-dire progressivement se boucher. Et c'est ça qui va occasionner des symptômes. Alors vous posiez la question de savoir si c'est une maladie transmissible ou génétique. Eh bien, ni l'un ni l'autre. C'est une maladie auto-immune avec de l'inflammation qui est primitive. Ça n'est donc pas transmissible à votre famille, c'est pas contagieux et c'est pas transmissible directement à votre descendance. Ce n'est pas une maladie génétique. Ça fait partie d'un groupe de maladies hétérogènes qui sont donc appelées des vascularites et ces vascularites, on les classe en fonction de la taille des vaisseaux atteints. L'artérite à cellules géantes ou maladie de Horton, c'est une vascularite qui va toucher les vaisseaux de plus gros calibre, donc en particulier l'aorte, ce qui peut occasionner une aortite. It veut dire inflammation, et les vaisseaux du système carotidien externe, donc beaucoup au niveau de la tête, et ce qui va expliquer un certain nombre de symptômes. Alors c'est une maladie rare, puisque sa fréquence est inférieure à 1 cas pour 2000. C'est toutefois la plus fréquente des vascularites de l'adulte. Et c'est une maladie qui va survenir uniquement à partir de l'âge de 50 ans, avec un pic qui se situe entre 70 et 80 ans. Ça touche 2 fois plus la femme que l'homme, et c'est une maladie qui va être plus fréquente dans les populations d'origine scandinave, ce qui fait que par exemple en Europe, il y a un gradient nord-sud, avec une fréquence qui est plus élevée dans le nord de l'Europe que dans le sud de l'Europe, et ensuite dans d'autres régions du monde, comme par exemple en Afrique du Nord ou au Moyen-Orient, ça va être une maladie beaucoup moins fréquente. Alors, les symptômes, comment est-ce qu'on peut expliquer les symptômes de cette maladie? Il y a tout d'abord une inflammation généralisée provoquée par les vaisseaux inflammés. Et cette inflammation va entraîner de la fatigue, parfois de la fièvre comme vous aviez, et des anomalies sur la prise de sang, notamment une élévation de la protéine C-réactive. Ensuite, il y a d'autres symptômes qui vont dépendre du site de l'inflammation sur l'organisme. C'est tout d'abord une pathologie qui peut s'associer à un rhumatisme inflammatoire qu'on appelle pseudopolyarthrite rhizoménique, ou PPR, qui n'a rien à voir avec la polyarthrite qui déforme les mains. C'est là une inflammation qui va se situer au niveau essentiellement des épaules et des hanches, et c'est un rhumatisme qui peut exister tout seul ou associé à une vascularite.
L'inflammation peut se localiser au niveau de l'aorte. Généralement, ça occasionne assez peu de symptômes et donc c'est difficile à diagnostiquer et il faut avoir recours à des examens d'imagerie comme le scanner ou le TEP scanner. Et puis, ensuite, cette inflammation va se localiser au niveau, je vous disais, des vaisseaux carotidiens externes, donc qui vont vasculariser la partie externe de la tête, et ça va entraîner les symptômes qui sont les plus spécifiques, les plus évocateurs de ce diagnostic, comme les céphalées, les maux de tête, les douleurs aux mâchoires, qu'on appelle claudication des mâchoires, et c'est là aussi que ça peut atteindre les artères à destinée ophtalmique et entraîner des manifestations visuelles de l'artérite à cellules géantes. Justement, par rapport à la vue, l'année dernière, j'ai eu une baisse soudaine de l'acuité visuelle et ayant entendu parler de la vue et le rapprochement avec la maladie de Horton, bon, j'ai été un peu paniquée, je me suis rendue aux urgences et là, on m'a rassurée en me disant que non, il s'agissait que de ma cataracte. Donc, docteur, est-ce que vous pouvez me dire quels sont les risques par rapport à la maladie pour ma vue? C'est effectivement une question qui est importante et qui va inquiéter quasi tous les patients qui ont une artérite à cellules géantes. C'est une maladie qui peut toucher la vue par différents mécanismes, comme vous le voyez sur la diapositive. Ça peut entraîner une diplopie, c'est-à-dire une vision double, et puis ça peut entraîner une baisse d'acuité visuelle, voire une cécité, une perte de la vue, par différents mécanismes, mais le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle la NOIA, pour névrite optique ischémique antérieure aiguë, qui est en fait une ischémie, un manque de sang au niveau de la tête du nerf optique et de la couche choroïde qui est sous la rétine. Alors, il y a des choses importantes à redire à propos de ces NOIA. Ça va concerner 15 à 20% des patients. Mais ce qui est important de bien comprendre, c'est que c'est une manifestation clinique qui va survenir quasiment toujours au moment du diagnostic d'artérite à cellules géantes. C'est absolument exceptionnel à l'occasion d'une rechute si le traitement est correctement pris. Donc je crois que c'est quelque chose qu'il faut connaître pour être rassuré quant au risque visuel une fois que le traitement est débuté. De plus, comme vous le voyez sur la diapositive, les NOIA liées à l'artérite à cellules géantes, dans 96% des cas, elles surviennent avant que la cortisone ne soit démarrée. Et c'est annoncé par des symptômes comme ce qu'on appelle l'amorose, qui est une espèce de voile gris ou noir qu'on va avoir quelques instants ou quelques minutes devant l'œil avant que la vue ne revienne. Et ça peut être annonciateur d'une atteinte visuelle beaucoup plus importante. C'est une maladie qui a quand même un impact non négligeable sur le quotidien par rapport aux symptômes et par rapport aussi aux traitements comme les corticoïdes. Et vous, Brigitte, quel impact a eu la maladie sur votre quotidien? Oui, donc il y a eu plusieurs choses. Au départ, j'ai déjà dû transformer mon alimentation, enfin m'alimenter différemment parce que il fallait que je fasse attention au sucre, au sel, également des problèmes d'insomnie. Je pense que c'est la cortisone qui a beaucoup fait ça au début parce que j'avais une forte dose. Donc le sommeil et puis mes activités en général, il a fallu que je réduise, voire que j'arrête certaines activités que je faisais avant puisqu'il y avait beaucoup de fatigue. Donc là aussi, en fait, par rapport au couple, on peut dire aussi qu'il y a des incompréhensions, on n'arrive pas trop à expliquer, nous, le pourquoi, les baisses de morale, tout ça. Donc je voulais voir aussi, demander au professeur Sanson, comment on peut expliquer ces changements à nos proches et à notre entourage. Alors c'est vrai que l'artérite à cellules géantes, c'est une pathologie qui, dans un certain nombre de cas, va être chronique. D'autres patients vont pouvoir en guérir et arrêter leur traitement, mais ça va être un traitement relativement prolongé. Donc c'est une pathologie qui va avoir quand même un impact au quotidien. Le premier impact, et vous nous l'avez bien dit, c'est la phase de diagnostic, où généralement le patient est hospitalisé. L'objectif de cette hospitalisation, ça va être d'éliminer les diagnostics différentiels, ce qui pourrait mimer une artérite à cellules géantes, mais qui n'en est pas une, et du coup le traitement serait différent, et de confirmer le diagnostic avec différents examens. Ces examens, souvent, ils sont basés sur une prise de sang. Ce que les médecins vont chercher dans cette prise de sang, c'est de l'inflammation.
C'est cette fameuse élévation de la protéine C-réactive ou CRP. Et puis ensuite, il y a d'autres examens qui vont viser à prouver l'existence de cette inflammation des artères, ce qu'on appelle la vascularite, avec des examens qui peuvent concerner les vaisseaux au niveau de la tête. Ça peut être la biopsie d'artère temporale qui se fait sous anesthésie locale. Ça peut être l'écho-doppler des artères temporales. Ça peut être d'autres techniques d'imagerie comme l'IRM ou le TEP scanner. Et puis des fois, le diagnostic est plus compliqué, comme pour vous, avec cette inflammation de l'aorte, parce que ça va donner moins de symptômes. Et donc là, il faut recourir à d'autres examens comme le scanner ou le TEP scanner ou même des fois l'IRM pour aller mettre en évidence cette inflammation des gros vaisseaux et confirmer le diagnostic. On m'avait fait une biopsie de l'artère, mais c'était négatif. Alors, la biopsie d'artère temporale est probablement l'examen le plus spécifique, mais qui n'est pas le plus sensible. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas toujours positif. Et donc ça, c'est un message important. C'est pas parce que la biopsie d'artère temporale est négative que le diagnostic de maladie de Horton doit être remis en question, parce que des fois, l'artère temporale n'est pas touchée, ou parce que comme on prend un petit morceau d'artère, eh ben on peut taper à côté et pas avoir de vascularite au niveau de l'examen. C'est aussi pour ça que les médecins, souvent, font plusieurs examens pour en avoir au moins un positif. Et donc, c'est vrai que ces examens sont importants parce que le traitement, c'est un traitement qui va être relativement prolongé. Ce qu'il faut savoir dans cette maladie, c'est que le traitement est toujours efficace. Très rapidement, les symptômes vont disparaître sous corticoïdes, sauf évidemment s'il y a eu des séquelles, notamment visuelles ou neurologiques. Et c'est même un test diagnostique, c'est-à-dire que le médecin va considérer si les douleurs, si les maux de tête ne disparaissent pas sous corticoïdes, qu'on s'est trompé. La prise de sang, les symptômes doivent disparaître en moins d'une semaine. Et donc cette cortisone, qui est la base de ce traitement, est donnée pendant une durée prolongée, au moins 12 mois, et en pratique souvent plus. Et il y a un tiers à la moitié des patients pour lesquels il est difficile d'arrêter ce traitement. Et donc on va avoir recours à des traitements dits d'épargne en corticoïdes qui vont permettre de remplacer les corticoïdes et d'aider à arrêter la cortisone. Ces deux traitements, c'est essentiellement le méthotrexate qui peut se prendre par la bouche ou par injection sous-cutanée une fois par semaine. Et puis le tocilizumab qui est un anticorps monoclonal dirigé contre le récepteur de l'interleukine 6, un médicament un peu plus récent que le méthotrexate qui se fait en injection sous-cutanée également une fois par semaine. L'objectif de ces traitements, c'est vraiment d'arrêter la cortisone et de contrôler la maladie. Il y a, comme vous l'avez dit, beaucoup de mesures associées à ce traitement, à commencer par le régime, puisque la prise de corticoïdes au long cours va modifier le régime. Il faut faire attention à pas trop grignoter, à pas trop manger avec excès du sel ou des sucreries ou des choses assez riches en graisse animale. Au contraire, avoir un apport en calcium important pour prévenir l'ostéoporose, garder une activité physique pour la même raison, et puis parfois le médecin peut être amené à débuter un traitement préventif de l'ostéoporose. Au quotidien, ces traitements vont donc bien soulager les symptômes, mais ils vont diminuer la réponse inflammatoire et les défenses immunitaires. Ça ne va pas lutter que contre la réponse immunitaire qui aboutit à la maladie, mais ça va également gêner la réponse immunitaire qui peut nous défendre des infections. Et c'est pour ça qu'il faut être vigilant et en cas de symptômes évocateurs d'infection, consulter et également maintenir bien à jour ces vaccins, notamment contre le pneumocoque, contre la grippe, contre le Covid. Au quotidien, ça va entraîner également, le patient va être assez occupé par des consultations, au début plus régulières, et puis ça va s'espacer, mais ça descend rarement en dessous de 2 consultations par an vers le rhumatologue ou vers le médecin interniste notamment, et puis des prises de sang, avec en particulier le suivi de la CRP, qui est bien corrélé à l'activité de la maladie, et qui se suit de manière régulière, généralement une fois par mois, et qui est un bon indice de l'activité de la maladie parce qu'elle peut réaugmenter juste avant les rechutes. Donc tout ceci est bien résumé dans le protocole national de diagnostic et de soins qui est accessible publiquement sur le site de la FAI2R et qui a été remis à jour en 2024. Et tous ces éléments de traitement, de suivi, y sont rappelés de manière détaillée. Alors, vous avez évoqué les rechutes. Alors, tout le monde ne rechute pas, mais c'est quand même
quelque chose, une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Vous, Brigitte, est-ce que vous avez rechuté? Oui, en effet, il y a 1 an à peu près aussi, quand j'étais à 6 mg de cortisone, j'ai fait une rechute, donc qui s'est manifestée par des douleurs lombaires et puis des douleurs au niveau des épaules, mais surtout c'était justement la CRP qui avait augmenté. Donc là, les médecins m'ont simplement redonné un peu plus de cortisone à 10 mg pendant 1 année jusqu'à maintenant la décroissance. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de rechutes? Est-ce qu'elles sont graves, docteur? Alors merci pour cette question. Et effectivement, les rechutes au cours de la maladie de Horton sont assez fréquentes. Ça va concerner, on va dire, une petite moitié des patients. Mais comme on le disait au moment où on a parlé des manifestations ophtalmologiques, il faut entre guillemets être relativement rassuré quant aux risques liés aux rechutes, puisque ces rechutes sont quasiment toujours non sévères. L'existence de manifestations ophtalmologiques à l'occasion d'une rechute, c'est très rare, c'est à peu près 1% des cas, et ça concerne souvent des patients pour lesquels le traitement n'a pas forcément été totalement optimal. Donc les patients vont rechuter 1 fois sur 2, parfois même 2 fois, ou plus rarement plus de 3 fois. Et donc les conséquences de ces rechutes, ça va pas tellement être les symptômes, puisqu'ils vont rapidement être contrôlés par une réaugmentation du traitement, et en particulier la cortisone. La conséquence, on va dire, néfaste de ces rechutes, c'est surtout que la durée du traitement par corticoïde va augmenter, et ça va augmenter le risque d'avoir des effets indésirables de cette cortisone, comme des problèmes cutanés, la prise de poids, l'hypertension, du diabète, des événements cardiovasculaires qui vont survenir sur la durée, et qui sont des effets indésirables peut-être un petit peu différents de ceux qu'on peut avoir au début, lorsque les doses sont plus importantes, où il y a plus des troubles, on va dire, du sommeil, ou des troubles psychologiques avec une certaine irritabilité. Mais voilà, ces rechutes, en tant que telles, ne génèrent pas tellement de séquelles, en dehors de celles qui peuvent être liées à l'augmentation de la durée des corticoïdes. Et là encore, grâce au progrès de la recherche, on dispose maintenant de traitements d'épargne en corticoïdes, le méthotrexate, le tocilizumab, qui permettent de prendre le relais et de baisser significativement, voire d'arrêter cette cortisone, et donc de diminuer le risque des effets indésirables liés à la corticothérapie. Pour les patients atteints d'artérite à cellules géantes, on voit qu'il y a énormément de questions, de besoins, de ne pas se sentir trop isolé. Et donc, pour cela, il y a l'association France Vascularite. Donc, Raphaël, est-ce qu'il est possible de nous dire quelques mots sur l'association? Peut-être poser la question à Brigitte. Je sais qu'elle est adhérente à l'association. Oui. Quelle a été sa démarche pour rejoindre l'association? Est-ce qu'elle a trouvé réponse à ses besoins? Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs un des plus grands soutiens que j'ai eu, mes proches d'accord, mais bon, l'association, c'est encore autre chose, parce que au début, j'ai tout de suite été voir le site de l'association, qui m'a donné beaucoup d'informations sur la maladie. Et je viens régulièrement depuis le début au Café Papote. Donc c'est un regroupement de personnes en visio 1 fois par semaine. Et ça, c'est très important. Enfin, pour moi, ça a été très important, parce qu'on peut échanger avec des patients qui ont le même vécu que nous. Et puis, c'est une façon de ne pas être seul, et puis de connaître notre maladie petit à petit, et d'arriver à vivre avec. Voilà. Donc, moi, je sais que l'association m'a beaucoup soutenue. Merci Brigitte pour ces remarques sur l'association. Justement, Raphaël, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots les activités de l'association France Vascularite? Donc l'association France Vascularite a été créée en 2006, et on s'occupe d'une quinzaine de pathologies. Les vascularites, c'est une quinzaine de pathologies dont l'artérite à cellules géantes fait partie. Et notre action principale, c'est l'écoute, le soutien et l'orientation des patients, à travers notamment le Café Papote, comme l'a précisé Brigitte, qu'on anime 1 fois par semaine, et dans lequel on invite parfois des spécialistes à répondre aux questions que les patients se posent en direct. Ce Café Papote, il est très important pour rompre l'isolement. Brigitte a pu en bénéficier, et voilà, il est là pour ça. On a une permanence téléphonique et une permanence mail aussi qui est fort sollicitée et à laquelle on répond.
Et puis, on a tout un pan sur l'éducation et la formation des patients. Donc, l'éducation thérapeutique du patient, c'est un terme un petit peu scolaire, mais au-delà de ça, c'est aider le patient à mieux comprendre sa maladie, mieux comprendre ses traitements, gérer son alimentation, notamment par rapport aux corticoïdes, les droits sociaux et l'estime de soi et un atelier sur la fatigue également. Ça permet vraiment au patient de mieux s'impliquer dans sa maladie, mieux la prendre en charge et en devenir acteur. On a aussi également tout un pan sur la recherche. La recherche est très importante et en France, on a la chance d'avoir une recherche qui est très dynamique sur l'ensemble des vascularites et particulièrement sur l'artérite à cellules géantes. On la soutient financièrement via des appels à projets, mais aussi par des courriers de soutien sur des études qui nous semblent judicieuses et importantes pour les patients et pour répondre aux besoins qui ne sont pas encore couverts. Voilà en gros toutes les actions d'association. Donc sur cette diapo, vous avez toutes ces actions qui sont résumées et vous pouvez retrouver tout ça sur notre site internet. Merci beaucoup Raphaël pour le dynamisme de France Vascularite, pour le soutien aux patients pour éviter leur isolement, mais également pour le soutien pour la recherche. Je crois que c'est important pour les patients, mais au-delà pour ces pathologies-là qui sont des maladies rares. Et ben, en tout cas, je vous remercie. Merci Raphaël, merci Brigitte pour votre témoignage et merci à tous pour nous avoir suivis. Et bonne journée à tous et à toutes. Merci professeur, au revoir. Merci.